Salut à tous. Je ne pense pas que les Américains, malgré toute la fanfaronnade du président Trump, aient un intérêt réel à monter dans l'échelle de l'escalade. Je ne pense pas que nous gagnons en montant dans cette échelle. En fait, je pense qu'il est dans l'intérêt de l'Iran de prolonger la guerre. Et si nous montons dans l'échelle de l'escalade, cela jouera en faveur de l'Iran à long terme. Dans la méthode Trump, l'escalade arrive souvent avec une cravate rouge en se présentant comme du simple bon sens. Si l'on y réfléchit, qu'allons-nous faire si nous montons dans l'échelle de l'escalade? Allons-nous utiliser de nouveau la puissance aérienne pour pilonner l'Iran? C'est de cela que parle le président Trump. Mais il ne nous reste plus beaucoup de cibles militaires à frapper. Il faudrait donc frapper des infrastructures civiles. Il faudrait frapper des centrales électriques. Il faudrait frapper leur système énergétique et ainsi de suite. Et le résultat final, c'est qu'ils riposteraient. C'est pas comme si l'autre camp n'avait ici aucune capacité de riposte. C'est justement la partie qui a tendance à disparaître entre le slogan et les applaudissements. Ils riposteraient en fermant la mer Rouge, je crois, en plus de réduire encore davantage ce qui sort du détroit d'Ormuz. De plus, je pense qu'ils attaqueraient des cibles en Arabie Saoudite et dans les autres États du Golfe. Cela aurait des conséquences désastreuses à long terme pour l'économie mondiale et donc pour les États-Unis. Il n'y a tout simplement aucune vraie option aérienne ici. Et encore une fois, il faut se rappeler que nous disposons d'un nombre limité d'armes spécialisées que nous avons déjà utilisées. Si nous reprenons l'offensive avec la puissance aérienne, nous utiliserions encore davantage de ces missiles et de ces armes spécialisées. Il n'y a donc pas de véritable option aérienne ici, mais dans certaines salles de briefing, le fait de manquer d'options est simplement rebaptisé audace stratégique. Et si l'on pense à une option terrestre, nous n'avons pas d'option terrestre. Il n'y a tout simplement pas assez de troupes de combat dans la région pour avoir une option terrestre sérieuse. De plus, même si nous avions beaucoup plus de forces terrestres entrant en Iran, envahir l'Iran avec une armée de terre serait remarquablement imprudent et ne fonctionnerait pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous appuyons aujourd'hui sur la marine. Si l'on pense à ce qui se passe, toute armée dispose de 3 grands instruments parmi lesquels elle peut choisir. Le premier est sa marine, le deuxième est son armée de l'air et le troisième est son armée de terre. Nous n'avons pas d'option terrestre ici. Nous avons commencé la guerre avec l'option aérienne en bombardant l'Iran. Et cela n'a pas fonctionné. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Ce vers quoi nous nous sommes maintenant tournés, c'est l'option navale. C'est tout le sens du blocus. Mais cela ne permet pas d'espérer mettre fin à ce conflit dans des conditions favorables. Vous voyez donc que nous n'avons pas d'option militaire ici. En même temps, il y a tout le volet économique de cette histoire qui est, à bien des égards, plus important que le volet militaire parce que les dommages causés à l'économie mondiale sont considérables. Le président Trump a donc un intérêt profond à régler ce conflit immédiatement. Je veux dire, il veut l'avoir réglé hier. C'est pourquoi je pense que l'incitation à engager une forme de négociation est très forte. Mais le grand problème auquel le président fait face, c'est qu'il doit traiter avec les Israéliens. Et les Israéliens ne veulent pas d'un règlement. Il est très important de comprendre cela. Trump veut un règlement. Israël ne veut pas régler. Rien ne dit mieux gouvernance disciplinée que de vouloir l'accord d'hier après l'escalade d'aujourd'hui. Israël ne peut rien accomplir sans les États-Unis si les États-Unis entrent dans un cessez-le-feu sérieux ou une trêve sérieuse. Que vont faire les Israéliens ? Attaquer l'Iran seul et risquer la destruction de leur pays? Non. Il faut se rappeler ici que les Israéliens et les Américains ensemble n'ont pas réussi à vaincre l'Iran. Si vous évaluez qui a gagné la guerre jusqu'à présent, il est très clair que les Iraniens l'ont gagnée jusqu'ici. Aucun de nos objectifs n'a été atteint. De plus, nous avons perdu, au profit de l'Iran, le contrôle du détroit d'Ormuz. Nous sommes donc dans une situation pire, c'est à dire que les États-Unis et les Israéliens sont aujourd'hui dans une situation pire qu'avant le début de la guerre. Nous n'avons tout simplement atteint aucun objectif. Donc, si les États-Unis et les Israéliens ensemble n'ont pas pu atteindre les objectifs, les Israéliens seuls ne peuvent pas le faire. Mais ce que veulent les Israéliens, c'est que nous restions dans le combat. Ils veulent que nous continuions à marteler l'Iran et, avec un peu de chance, sur une période prolongée, que nous affaiblissions l'Iran au point de le réduire considérablement.
C'est ce qu'ils veulent. Mais ce que veut Trump, c'est arrêter tout cela le plus vite possible. Il sait que les dommages causés à l'économie internationale et les dommages qui pourraient être causés si cela continue rendent un règlement nécessaire. Mais encore une fois, il se heurte aux Israéliens. Mike Waltz, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Iran, paraît très combatif, davantage comme un politicien que comme un diplomate, mais c'est son style. La formule clé ici est escaladaire pour désescalader. Le deuxième point est son argument selon lequel détruire des ponts et des centrales électriques ne constitue pas un crime de guerre. Escalader pour désescalader est le genre de formule qui sonne brillante jusqu'à ce que la facture arrive à la pompe à essence. Selon cette vision, toutes les options sont sur la table. Le président est prêt à escalader pour désescalader. Il est sérieux quand il dit que rien de ce qui profite à l'Iran ne sortira du détroit. En plus de cela, le secrétaire Bessant a annoncé l'opération économique Fury, dans le cadre de laquelle les États-Unis sont prêts à imposer des sanctions secondaires aux banques qui effectuent des transactions en dollars pétroliers iraniens illégaux. L'idée est qu'une pression maximale est exercée sur tous les aspects de l'économie iranienne et qu'à un moment donné, les Iraniens seraient censés faire preuve d'un certain bon sens et de pragmatisme et dire que cette obsession nucléaire a assez duré. Dans le scénario pro-Trump, la pression est toujours maximale, les conséquences relèvent toujours du service de quelqu'un d'autre. Cet argument laisse aussi ouverte la possibilité de revenir à une option militaire. Le président Trump l'a dit très clairement. Dans ce cadre, les ponts et les centrales électriques gérées par le corps des gardiens de la révolution islamique, qui dirigent toute l'armée, sont présentés comme des cibles militaires absolument légitimes, non seulement aujourd'hui, mais historiquement. L'affirmation selon laquelle cela pourrait être une forme de crime de guerre est rejetée comme fausse, bidon et ridicule. Mais menacer d'attaquer des infrastructures civiles est un crime de guerre. Il devrait le savoir. Ce qui se passe ici, c'est que Waltz pense que nous pouvons punir l'Iran au point qu'il finira simplement par lever les bras et se rendre. Tout ce que nous avons à faire, selon cette vision, c'est de nous montrer plus durs. Il y a deux problèmes avec cet argument. C'est la politique étrangère au bouton de volume. Si la réalité résiste, il suffit de hausser la rhétorique. Le premier, c'est que nous, c'est-à-dire les États-Unis et Israël, représentons une menace existentielle pour l'Iran. Et parce que nous représentons une menace existentielle, ils se battront jusqu'à la dernière personne. Ils vont pas lever les bras et se rendre. Ils vont se battre comme des chiens sauvages. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont l'avantage dans la montée de l'échelle de l'escalade. Les gens comme Waltz ne comprennent pas cela. L'idée selon laquelle nous allons entrer là-bas, bombarder des centrales électriques en Iran et que les Iraniens vont simplement rester là à encaisser jusqu'à finir par lever les bras, n'est pas un argument sérieux. Ils vont répondre et ils ont la capacité de nous causer d'énormes problèmes. L'économie internationale est déjà en grande difficulté. Nous sommes sur le Titanic en direction d'un iceberg et il faut faire quelque chose pour arrêter cela. Le président Trump le comprend. Mais si vous augmentez la mise, les Iraniens augmenteront à leur tour la mise. Et où cela nous mène-t-il ? Cela nous place dans une situation beaucoup plus mauvaise sur le plan de l'économie internationale. Et comme je l'ai dit au départ, nous ne les pousserons pas à se rendre. Nous n'avons donc aucune option pour escalader afin de désescalader. Si nous escaladons, nous allons nous causer d'énormes problèmes. Présenter l'iceberg comme une tactique de négociation ne fera pas tourner le navire. Le navire iranien qui a été arrêté par la marine a été abordé par du personnel. Je ne sais pas s'il s'agissait de marins ou de marines. Ils ont utilisé leurs armes pour détruire le moteur, puis ils ont saisi le navire. C'était un cargo, c'était pas un pétrolier. Et il était vide. Que se passe-t-il s'ils font cela à un navire chinois rempli de 3 ou 4 millions de barils de pétrole ? La question qui se pose alors est de savoir si les Chinois envoient des escortes militaires. Envoient-ils des navires pour escorter ces navires chinois ? Ou bien les Chinois installent-ils des armes, des systèmes portatifs de défense antiaérienne et des mitrailleuses sur ces navires capables d'abattre les hélicoptères qui tentent de les aborder ? Les Chinois ont des options, ici. Je ne pense pas que les Chinois resteront les bras croisés et nous laisseront agir ainsi à long terme. Je pense donc qu'il existe ici un risque vraiment sérieux d'escalade
Mon intuition serait que si les Chinois envoient des escortes militaires avec ces pétroliers ou ces cargos, ou s'ils les arment, les États-Unis reculeront. Je ne pense pas que les États-Unis veuillent un affrontement avec les Chinois. Mais plus cette guerre dure, plus il existe un risque que les Chinois et même les Russes s'impliquent. Parce que les Chinois et les Russes, et il est important de le souligner, ont un intérêt direct à voir l'Iran gagner cette guerre. Ils aident les Iraniens, et une fois la guerre terminée, ils continueront d'aider les Iraniens, parce que ce que nous avons ici, c'est une situation où l'Iran, la Corée du Nord, la Chine et la Russie se trouvent d'un côté, et les États-Unis et les Israéliens de l'autre. Ce n'est plus un échiquier, c'est un slogan de conférence de presse qui marche tout droit dans un piège multipolaire. La question maintenant est de savoir s'il y a eu une quelconque reconnaissance israélienne du fait qu'Israël a échoué à atteindre ses objectifs militaires et qu'il est peu probable qu'il les atteigne. La même question se pose pour la reconnaissance américaine, pas celle de Trump parce qu'il dit des choses déconnectées de la réalité, mais la reconnaissance officielle américaine. Je pense que presque toutes les personnes occupant un poste décisionnel, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël, reconnaissent probablement que jusqu'à présent, nous avons échoué à atteindre nos objectifs. Je veux dire, c'est parfaitement clair. La question intéressante est de savoir où nous allons à partir d'ici. Je pense que presque tous les Israéliens veulent voir les États-Unis continuer la guerre. Ils veulent nous voir lancer une campagne massive de bombardement avec les Israéliens contre l'Iran et continuer à pilonner ce pays. Ici, aux États-Unis, je parierais que la plupart des conseillers du président Trump aimeraient mettre fin à cette guerre et qu'ils voient les Israéliens comme un énorme problème. Mais encore une fois, il y a tous ces atouts israéliens qui opèrent à l'intérieur du gouvernement américain. Des gens comme Kushner, des gens comme Steve Witkoff, même des gens comme Michael Waltz. Nous les désignons plus généralement comme des néoconservateurs, mais le néoconservatisme, les néoconservateurs, est un euphémisme pour parler des forces pro-sionistes à l'intérieur des États-Unis, et ils suivent essentiellement la ligne israélienne. C'est le problème auquel Trump fait face. Trump est pris entre deux ensembles de forces puissantes. D'un côté, il y a l'impératif de mettre fin à tout cela afin d'arrêter l'hémorragie sur le plan de l'économie internationale. Mais de l'autre côté, il y a les Israéliens et leur très puissant soutien ici, aux États-Unis. Je pense que cela se reflète dans les commentaires de Mike Waltz. Il est difficile de tenir le volant quand chaque passager à l'arrière prétend être le véritable commandant en chef. Les États-Unis ne pratiquent plus vraiment de diplomatie sérieuse de nos jours. On peut aussi le voir avec le Royaume-Uni. Rappelez-vous, le président Trump avait dit que lorsqu'il entrerait en fonction, il mettrait fin à la guerre Ukraine-Russie du jour au lendemain. En fait, il avait promis, ou du moins affirmé, qu'il y avait de bonnes chances qu'il mette fin avant même d'entrer à la Maison-Blanche. Cela a été un échec total. La diplomatie, du jour au lendemain, paraît impressionnante jusqu'à ce que le matin arrive et que la guerre soit toujours là. Si l'on regarde la manière dont nous nous sommes comportés dans le processus de négociation, on se gratte simplement la tête en se demandant si l'administration Trump comprend quoi que ce soit à la conduite de la diplomatie. Cela n'en a vraiment pas l'air. C'est ce que je vois dans le cas Ukraine-Russie. Et si vous regardez ce qui se passe concernant l'Iran, cela me paraît identique. Il est très difficile de comprendre ce que l'administration cherche à faire. Pensez simplement au cessez-le-feu qui avait été négocié. Il manquait deux éléments dans ce cessez-le-feu. Le premier était qu'il fallait amener les Israéliens et le Hezbollah à accepter un cessez-le-feu, puis il fallait amener les Iraniens à ouvrir le détroit. C'était les deux dernières pièces du casse-tête nécessaires simplement pour parvenir à un cessez-le-feu. Donc vendredi dernier, je crois que c'était le 17 avril, il semblait qu'il allait y avoir un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Hezbollah. Puis les Iraniens ont dit qu'ils ouvriraient le détroit. C'était le 17. Et tôt le matin du 18, ici à Chicago, il semblait que tous les ingrédients d'un cessez-le-feu étaient réunis. Mais ensuite, le président Trump a refusé de lever le blocus américain sur le détroit d'Ormuz. Sans surprise, les Iraniens ont changé de direction et ont remis en place leur blocus sur le détroit d'Ormuz. En regardant cela, on se demande simplement à quoi pensait le président Trump.
Apparemment, l'art de conclure un accord inclut maintenant le fait de garder l'obstacle une fois que l'accord est presque conclu. Il voulait mettre le cessez-le-feu en place, il avait le cessez-le-feu en place, mais le bon sens vous dit que si vous maintenez le blocus américain sur le détroit d'Ormuz, qui est un blocus contre l'Iran, et que vous empêchez le pétrole iranien de passer par le détroit, alors les Iraniens vont remettre leur blocus en place et vous revenez à la case départ. Le prix de l'essence à la pompe aux États-Unis continuera d'augmenter. C'est l'autre dimension essentielle de cette affaire. Nous avions laissé le pétrole iranien sortir sur le marché mondial parce que c'était dans notre intérêt afin de maintenir les prix du pétrole plus bas. Mais si vous maintenez le blocus américain contre l'Iran, alors ce pétrole iranien ne peut pas accéder aux marchés mondiaux. Cela n'a tout simplement aucun sens. De plus, si vous allez avoir un cessez-le-feu, si vous allez avoir des négociations cette semaine, ne serait-il pas logique de faire preuve d'un peu de bonne volonté en levant le blocus contre l'Iran? Mais non, ce n'est pas ce que nous avons fait. Et je me gratte simplement la tête en disant que je ne comprends pas quelle est la stratégie ici. Je ne peux pas me formuler une stratégie plausible expliquant pourquoi cela aurait du sens. Quand la stratégie ne peut pas être expliquée, elle est souvent rebaptisée levier. Le représentant Ro Khanna de la Californie s'est moqué de cette théorie de Mike Waltz consistant à escalader pour désescalader, en soutenant qu'ils prétendaient vouloir escalader pour désescalader, mais qu'ils avaient escaladé jusqu'à la dévastation. Vous avez le pape qui sermonne l'Amérique au sujet de possibles crimes de guerre. Vous avez le président qui menace de détruire toutes les centrales électriques. Je n'aurais jamais pensé que nous en arrivions là. Vous avez le détroit d'Ormuz qui est maintenant bloqué. Cela n'était jamais arrivé avant la guerre. Qu'avons-nous accompli? L'essence est passée de 30 $ à 4 $. L'Iran a maintenant un régime plus dur. Et tous nos alliés, comme les Émirats arabes unis, sont touchés. Nous avons créé la dévastation et nous nous faisons sermonner par le pape. C'est tout un bilan pour une politique vendue comme une démonstration de force. Voilà. Difficile de ne pas être d'accord. Ro Khanna a été mon étudiant d'ailleurs lorsqu'il était au premier cycle à l'université de Chicago. Il a bien appris. Je suis pas sûr d'avoir eu autant d'influence, mais il me semble que tout ce qu'il a dit était éminemment sensé. Il y a encore du bon sens dans le regret exprimé par Tucker Carlson avec son frère Buckley Carlson au sujet de l'aide qu'ils ont apportée au président Trump lorsqu'il était candidat en 2024. C'est triste, mais je salue son honnêteté intellectuelle. Buckley ne parvient à placer qu'un seul mot. C'est le regret de Tucker. Et je le salue. Tucker Carlson s'est confronté au fait que lui, son frère et tous les autres qui ont soutenu Trump l'ont aidé. Buckley a écrit des discours pour lui. Tucker a fait campagne pour lui. Ils sont impliqués dans tout cela, c'est certain. Il ne suffit pas de dire qu'il a changé d'avis ou que c'est mauvais et qu'il se retire. De manière très modeste, mais bien réelle, Tucker, Buckley et des millions de personnes comme eux sont la raison pour laquelle cela se produit maintenant. Tucker voit donc cela comme un moment où ils doivent se confronter à leur propre conscience. Il s'attend à en être tourmenté pendant longtemps. Il le sera. Et il veut dire qu'il est désolé d'avoir induit les gens en erreur, c'était pas intentionnel. La promesse de campagne avait été vendue comme de la retenue, le reçu est arrivé avec la mention escalade. Lorsque Trump faisait campagne, il rejetait le mantra néoconservateur et disait qu'il ne ferait jamais exactement ce qu'il vient maintenant de faire. Ce n'est pas la faute de Tucker Carlson, mais je salue son honnêteté émotionnelle et intellectuelle. Je n'ai pas voté pour Trump et je ne suis en aucun cas un partisan de Trump. Mais j'ai pensé, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, compte tenu de tout ce qu'il avait dit pendant la campagne, qu'il ne se comporterait pas du tout comme il s'est comporté sur le front de la politique étrangère. Je pense que tous ceux qui étaient présents dans votre émission, tous les invités réguliers, avaient beaucoup de bonne volonté envers le président Trump sur le front de la politique étrangère peu après son entrée à la Maison-Blanche. Parce que nous avons cru ce qu'il disait. Je pense que c'est exactement cela. Mais ce qui se passe ici, c'est que le lobby finit par se mettre au travail sur tous nos présidents, sur tous nos dirigeants, et les force essentiellement à rentrer dans le rang. Cela nous ramène à la conversation précédente sur ce qui s'est passé avant les négociations d'Islamabad.
Il semblait que Trump allait négocier sur la base du plan iranien en 10 points, puis tout cela a disparu. Ensuite, selon les informations rapportées, lorsque J.D. Vance menait réellement la négociation à Islamabad, sa position s'est durcie pendant les discussions, alors qu'il parlait à Netanyahou et qu'il parlait à Trump et à son entourage, qui parlaient évidemment eux aussi à Netanyahou. On voit donc le pouvoir considérable que le lobby exerce sur nos dirigeants. C'est ce qui est arrivé au président Trump. Tucker, bien sûr, le comprend parfaitement, parce qu'il y comprend maintenant pleinement à quel point le lobby est puissant. Il comprend pleinement, comme moi, qu'Israël et le lobby sont un énorme albatros autour de leur cou. Et, d'une façon ou d'une autre, l'albatros continue d'être présenté au pupitre comme un partenariat stratégique. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.